La lumière du matin était faible et grise. Le commandant Cital, debout à la fenêtre du centre de défense, contemplait le ciel d'un œil fatigué. 3 mois auparavant, le ciel était bleu et limpide. À présent, il paraissait terne et morne. Les vaisseaux épiriens occultaient le soleil comme de sombres nuages immobiles. La peau cristalline de Cital, jadis d'un beau bleu pâle, était devenue terne sous l'effet du stress. Les Pansevillaria sont un peuple pacifique. Ils n'ont jamais appris à se battre. Ils n'en ont jamais eu besoin. Pendant 1000 ans, ils ont vécu paisiblement dans leur monde serein, cultivant leur jardin de cristaux et partageant leur savoir avec quiconque le leur demandait. Mais les Aphiriens ne veulent pas de savoir. Ils veulent cette planète. Ils veulent un cristal rare qui pousse au cœur des montagnes de Keith. Des cristaux capables d'alimenter leur machine de guerre pendant un siècle. Scénique, murmura une voix derrière lui. Cital se retourna et aperçut le lieutenant de Katnar qui s'approchait. La formation cristalline du jeune officier se fissura sous l'effet de l'alarme. Le dernier vaisseau de ravitaillement a été perdu. Skytail ferma les yeux. Il s'attendait à cette nouvelle, mais elle le blessait tout de même comme un coup de poing. Combien ont survécu? Personne, Seigneur. Les Aphiriens ont tout détruit. Ils se sont envoyés des SMS ensuite, en riant. Le commandant s'est dirigé vers son bureau et s'est assis lourdement. Sur l'écran devant lui, les numéros racontaient une histoire terrible. Il reste 3 semaines de vivre, 1 semaine de médicaments, 5 jours de réserve d'énergie. Le blocus se déroule exactement comme prévu par les Épiriens. Dieu et les autres mondes. Aucun n'a répondu à notre appel. Après une magnificence tremblante, le Conseil altarien présente ses regrets. Ils ont déclaré ne pas pouvoir risquer une guerre contre le dominion de Zépiria. La véritable fédération a déclaré ne pas pouvoir risquer une guerre contre le dominion de Zépiria. La fédération des domaines disait la même chose. Tout le monde a peur. C'est vrai. Depuis 2 mois, Sky envoie des messages à travers la galaxie, implorant de l'aide. La réponse est toujours la même. Désolé, mais non. Le dominion de Zéphiria est trop puissant, trop dangereux. Personne ne veut se les mettre à dos. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la capitale, jadis perdue aux mains des Vélari. Ils construisirent leur maison de cristaux vivants qui grandissaient et changeaient au gré de leurs humeurs. Quand ils étaient heureux, les bâtiments brillaient d'une lumière chaude. Quand ils étaient tristes, la lumière s'atténuait. La ville était maintenant presque entièrement plongée dans l'obscurité. Dans les rues en contrebas, Saïd pouvait voir la file de personnes qui attendaient de la nourriture. Les portions se réduisaient comme peau de chagrin. Hier, des émeutes ont éclaté près du Haie, principal centre de distribution alimentaire. Des gens qui ne s'emportent jamais se sont disputés les restes de nourriture des uns et des autres. Le pire, c'est que les petits Vélas naissent avec de minuscules bourgeons cristallins qui grossissent en grandissant. Mais sans une alimentation adéquate, les pousses cessent de croître. Certaines commencent même à se fissurer et à tomber. Si cela continue, les petits mourront. Waouh! Commandant de la transmission entrante de la flotte Zéphiria, c'est imminent. Fuyez! L'écran affichait le visage hideux de l'amiral Craigstor. La dirigeante de Zéphiria est une créature imposante à la peau gris-vert et aux dents proéminentes. Ses petits yeux rouges brillaient d'une cruelle folie. « Bonjour, être de cristal », dit Craigsor. Le bruit ressemblait à du métal qui grince. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Affamé? Fatigué? Prêt à abandonner ?» « Vous connaissez notre réponse, amiral », répondit Shiro en s'efforçant de garder une voix calme. « Nous ne vous livrerons pas notre monde. » Craigsor éclata d'un rire cristallin. « Mais vous l'avez fait. Vous avez juste besoin d'un peu plus d'encouragement. Aujourd'hui, nous avons détruit le dernier navire de ravitaillement. Vitailement. Demain, nous détruirons peut-être votre centrale électrique. Après-demain, votre station d'épuration. Combien de temps pensez-vous que votre peuple vous soutiendra quand il commencera à mourir de soif? Il ne vous soutiendra jamais. Nous verrons bien. Vous avez 24 heures pour réfléchir à Djembé.
Après cela, nous avons commencé à bombarder vos villes. Non pas pour les détruire, on verra. Vous avez 24 heures pour réfléchir à Jembai. Après cela, nous avons commencé à bombarder vos villes. Non pas pour détruire tout leur contenu. Vous comprenez? Assez pour faire hurler votre peuple. Assez pour qu'il vous supplie de vous rendre. Fin de la transmission. Sital fixa longuement l'écran noir. Autour de lui, ses officiers attendaient en silence. Ils savaient tous ce que cela signifiait. Demain, la mort commencera vraiment, dit le lieutenant Keitar d'une voix calme. Devrions-nous prendre en compte leurs demandes? Sital s'occupa du jeune officier. Keitar venait tout juste de grandir. Ses formations cristallines étaient encore petites et fragiles. Il a une nouvelle compagne et des enfants nés dans la ville en contrebas. Bien sûr, il a songé à abandonner. Quelles sont leurs exigences, lieutenant? Cédez la planète entière. Tous les Velaris vous seront transférés. Merci. On parle de 6 mois, peut-être 8 s'ils ont de la chance. Attaquer, c'est donc la mort assurée. Combattre, c'est mourir. Au moins, si nous combattons, nous mourrons libres sur notre propre planète. Un silence pesant s'installa. Tous savaient que le commandant avait raison. Les Aphiriens ne voulaient ni captifs ni esclaves. Ils voulaient une planète déserte pour pouvoir lancer leurs machines sans être vus. Après être retournés à la fenêtre, on pouvait apercevoir au loin les montagnes où s'étendait une immense forêt de cristal. « Merci !» lança un autre officier de l'autre côté de la pièce. Le circuit de communication fonctionne toujours. Devrions-nous lancer un appel de détresse? Skytil faillit refuser. Ils avaient déjà envoyé des centaines d'appels d'urgence. Toutes les planètes importantes de la galaxie avaient entendu leurs supplications. Personne n'avait répondu autrement que par de vaines paroles de compassion. Mais il pensa alors aux enfants de la ville en contrebas. Des enfants dont les bourgeons de cristal se brisent et tombent. Peut-être que quelque part dans l'immensité de la galaxie, il existe encore quelqu'un qui se soucie des vies innocentes. Quelqu'un qui ne craint pas la nation zaphirienne. Oui, dit-il enfin. Envoyez un dernier message, diffusé sur toutes les fréquences, urgentes et normales. Que toute la galaxie l'entende. L'officier de communication acquiesça et se mit à travailler sur la console. Après quelques minutes, il leva les yeux. « Prête, monsieur. » City s'approcha de l'émetteur. Il réfléchit longuement à ce qu'il allait dire. Ce sera peut-être la dernière fois. Absan, celui que Katara a envoyé dans la galaxie. Il faut que ce soit honnête. Il faut que ce soit juste. Ici, le commandant Sertal des forces de défense de Velari sur Katara. Commença-t-il. Oui, nous sommes en train de mourir. Les Épiriens tuminiens bloquent notre monde depuis 3 mois. Notre peuple meurt de faim, nos enfants sont malades. Demain, ils commenceront à bombarder nos villes. Il s'arrêta un instant, le regard perdu dans les ténèbres. Nous avons demandé de l'aide à toutes les grandes puissances de la galaxie. Toutes ont refusé. Nous comprenons. Zépirien n'est fait en fort, et nous sommes faibles. Personne ne risquerait la guerre pour un petit monde comme le nôtre. Sa voix s'est faite plus faible, plus triste. Mais s'il y a encore quelqu'un qui croit que la vie n'est pas coupable, qu'elle a de la valeur, s'il y a encore des gens qui pensent que les tyrans n'ont pas le droit de détruire des mondes entiers simplement parce qu'ils le peuvent, nous sommes là. Nous sommes en train de mourir et nous avons besoin d'aide. Il prit une inspiration, la gorge nouée. Que celui qui peut entendre ceci, fin de la transmission. Le silence régnait dans la pièce, hormis le léger bourdonnement des équipements. À l'extérieur, les vaisseaux zéphiriens poursuivaient leur lente rotation autour de la planète. Tels des oiseaux guettant la mort, Sitol savait que personne ne viendrait. Pourtant, petit à petit, la galaxie saurait au moins que Veltari n'avait pas capitulé sans combattre. Il ignorait que le message était transmis à travers le subespace, vers la limite de l'espace connu. Un lieu où quelque chose écoutait, attendant un appel comme celui-ci. 3 jours s'écoulèrent après que le message de Sital eut atteint l'espace. 3 jours à voir son peuple s'affaiblir et sombrer dans le désespoir. Les Aphiriens avaient longtemps commencé leurs enterrements, mais pas encore les villes. Ils commencèrent par une ferme de cristaux aux abords de la capitale en ruine. Des siècles de croissance méticuleuse condensés en quelques minutes.
Chaque explosion propageait des ondes de choc à travers les structures cristallines qui composaient la civilisation Vélari. Les cristaux vivants qui formaient leurs édifices commencèrent à se fissurer et à s'assombrir. La planète elle-même semblait emportée par le tourbillon qui s'abattait sur ses habitants. L'amiral Krextor se délectait de la situation. Il avait rapproché son vaisseau amiral de la planète pour pouvoir observer la destruction depuis son hublot. L'amiral Zaffiria est connu dans toute la galaxie pour sa cruauté. Mais même pour lui, ce siège était d'une cruauté inouïe. Monsieur, appelez-le opérateur de capteur. Un jeune zappirien nerveux nommé Fextel. J'ai détecté quelque chose d'étrange sur le scanner distant. Krextor ne redirige pas la vue de la planète en contrebas. Un autre cultivateur de cristal vient d'exploser dans une gerbe d'étincelles bleues. Magnifique. Que signifie « étrange » lieutenant? Il y a quelque chose qui provient des confins de la galaxie, monsieur. Le panneau disait « Waouh, ce n'est pas comme ça que j'ai vu jusqu'ici ». Grégor se retourna. La limite de la galaxie, c'est la limite connue de l'espace, là où les étoiles se raréfient et finissent par disparaître dans l'obscurité épaisse. Personne n'y vit. Personne ne peut y vivre. Le niveau de radiation à lui seul suffirait à tuer la plupart des espèces sur Terre. Peut-être un simple astéroïde errant, dit Craig en ajustant sa grosse main, ou des débris d'anciennes batailles. Non, c'est clairement artificiel. Et c'est gros, vraiment gros. De plus, il s'est déplacé plus vite que n'importe quel objet dans l'espace normal. Krextor fronça les sourcils et se dirigea vers le poste de capteur. Ce relevé est incohérent. L'objet était effectivement imposant, mesurant au moins 2 kilomètres de long, mais son énergie était considérable, et son arrivée ne correspond à rien dans la base de données militaires sovirienne. Plus étrange encore, il semblait utiliser un système de propulsion incompatible avec toute technologie connue. Distance et temps d'arrivée, à sa vitesse actuelle, il atteindra la limite du système dans environ 6 heures. Monsieur. Salutations à toutes les fréquences. Identification demandée. L'officier de communication tenta d'établir la liaison pendant quelques minutes, puis secoua la tête. Aucune réponse, monsieur. Quoi que ce soit, cela ne parlait pas. Krextor fixa les résultats de l'analyse. En 20 ans de service militaire, il avait conquis des dizaines de mondes et affronté toutes les grandes puissances militaires de la galaxie. Il connaissait chaque type de vaisseau, chaque système d'armement, chaque technologie de défense existante. Cet objet ne correspond à rien. Restez à l'écoute. Prévenez-moi en cas de changement. 6 heures plus tard, l'objet mystérieux atteignit la limite du système Ketaro. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. « Monsieur !» s'écria l'opérateur du capteur paniqué. « Cette chose vient d'apparaître. » Une seconde plus tard, l'objet était toujours hors du système. L'instant d'après, il était tout près. Il ne peut pas être en colère contre le Rexter. Personne ne peut se déplacer aussi vite. Monsieur, j'ai bien interprété les données. Elle parcourt la distance entre le capteur externe et la limite du système en 0,3 secondes. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière dans l'espace normal. Krextor sentit un frisson le parcourir. En théorie, à la vitesse de la lumière dans l'espace normal, c'est impossible. Cela viole toutes les lois de la physique régissant les voyages spatiaux. Pourtant, ici, quelque chose produit précisément cet effet. Le contact visuel. L'écran principal change et révèle l'objet. Un frisson le parcourt. C'était bien un navire, mais différent de tous ceux qu'il avait jamais vus. Si la plupart des vaisseaux sont lisses et incurvés, celui-ci est anguleux et agressif. Il semble conçu non seulement pour la guerre, mais pour la gagner rapidement et brutalement. La coque est gris foncé, presque noire, striée de rayures bleu clair. L'avant est pointu, tandis que l'arrière s'élargit pour former ce qui ressemble à un vaste ensemble de machines. D'étranges excroissances latérales, telles des armes cauchemardesques, en jaillissent. Mesure d'énergie, monsieur? C'est hors échelle. En réalité, ce qui leur confère leur puissance produit, sur ces vaisseaux, plus d'énergie que toute notre flotte réunie. Avant que Krextor ne puisse réagir, tous les appareils de communication du pavillon s'activèrent simultanément.
Le son qui émane est calme, clair et conforme aux normes galactiques les plus exigeantes. Ces vaisseaux aériens constituent un avertissement officiel. Vous allez immédiatement lever le blocus de ce système et retirer toutes les troupes. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'est un simple constat. Les communications sont rétablies. Canal ouvert, monsieur. Krigor s'avança, se redressant au maximum. Vaisseau non identifié. Vous avez interféré avec les opérations militaires illégales du Dominion Zapyrien. Identifiez-vous immédiatement ou vous serez détruit. La réponse ne s'est pas fait attendre. Légal, affamer les civils et bombarder les cibles non militaires. Une définition juridique pour le moins intéressante. Identifiez-vous, ai-je répété. Un silence. Puis la voix a repris, empreinte d'une froideur et d'une menace palpable. Ici le capitaine Elena Vasquez, du vaisseau de levée de la Terre unie. Nous avons reçu un appel d'urgence du système. Nous sommes sur place pour inonder le pont de Kediri. Grégor fixait l'écran. Ses pensées l'assaillaient. Il peinait à comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Vous avez dit la Terre? C'est exact? Impossible. L'humanité a disparu il y a 500 ans. Tout le monde le sait. Les rumeurs de notre extinction sont exagérées, amiral. À propos de ce retrait, il vous reste 27 minutes. » Krex sentit la colère l'envahir, laissant place à la confusion. Même s'il s'agissait d'un vaisseau humain, les humains étaient encore primitifs lors de leur disparition. Leur technologie, comparée aux standards galactiques actuels, n'était guère plus avancée que des outils de pierre. Un seul vaisseau, aussi imposant soit-il, ne pouvait menacer la flotte de guerre zapérienne tout entière. Humain, es-tu fou ou veux-tu te suicider? J'ai 47 vaisseaux sous mes ordres, dont 3 croiseurs de bataille lourds. Tu n'en as qu'un. Eh bien, nous aussi, les calculs sont clairs. Ça va te faire plus de mal qu'à nous. Et puis, c'est la mort. Tous les vaisseaux ciblent les vaisseaux humains. Prépare-toi. La voix du capitaine humain interrompit ses ordres. Amiral, avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter, sachez que nous ne sommes pas seuls. Commandement de la flotte, il s'agit d'une riposte. Veuillez annoncer votre présence. Soudain, le capteur distant s'est emballé. Vaisseau après vaisseau, ils ont commencé à apparaître aux confins du système. Chacun surgissait de nulle part, comme le précédent. En quelques minutes, les capteurs ont détecté des dizaines de vaisseaux. Chaque vaisseau présente un design similaire à celui de Retribution, mais sa taille varie. Certains sont plus petits. Un vaisseau à l'allure rapide, apparemment conçu pour la chasse. Un autre est immense, encore plus grand que Retribution, doté d'un arsenal d'armes qui semble capable de pénétrer des planètes. Et bien d'autres continuent d'apparaître. « Combien ?» murmura Krextor. « Madame, j'ai compté, plus de 200 vaisseaux, et beaucoup d'autres continuent d'arriver. »« Combien ?» murmura Krextor. « Madame, j'ai compté, plus de 200 vaisseaux, et il y en a encore beaucoup à venir. » Krextor s'enfonça dans son fauteuil de commandement. En toutes ces années de conquête, il n'avait jamais vu une flotte aussi importante. Même les forces combinées du Conseil galactique n'avaient jamais déployé autant de vaisseaux en un seul lieu. Cependant, ce n'était pas seulement le nombre qui l'effrayait, mais aussi la technologie. Ces vaisseaux se déplaçaient dans l'espace avec une aisance déconcertante, apparaissant et disparaissant à volonté. Leurs signaux énergétiques dépassaient véritablement son entendement. « Amiral !» lança de nouveau le capitaine humain. Toujours calme, toujours confiant. Vous avez 15 minutes pour vous retirer. Après cela, nous avons cessé de poser des questions à Sir Blackbeck. Krextor jeta un coup d'œil autour de sa passerelle. Les officiers fixaient les relevés des capteurs, l'air effrayé. Son officier d'armurerie tremblait. Son officier de navigation devint livide. Ils sont d'accord. Ils ne voient plus de mission de sauvetage. Ils ont vu le retour de l'espèce que la galaxie avait tenté d'anéantir. Une espèce qui vient de prouver qu'elle a non seulement survécu, mais qu'elle est devenue bien plus puissante que tout ce que l'on peut imaginer. Et ils sont furieux. « Monsieur, officier !» demanda doucement le communicateur. « Quels sont vos ordres ?» Klexter fixa la flotte humaine sur son écran. 200 vaisseaux et ce n'est pas fini.
Une technologie qui fait passer ses propres troupes pour des enfants jouant avec des jouets. Et quelque part dans la flotte humaine à l'écran, 200 vaisseaux, et ce n'est pas fini. Une technologie qui crée sa propre armée, des enfants jouant avec des jouets. Et quelque part dans cette flotte, des humains qui se souviennent de ce que la galaxie tente de faire contre eux il y a 500 ans. Pour la première fois de sa carrière militaire, l'amiral Caextor ressentit de la peur. Le capitaine Elena Vasquez se tenait sur la passerelle de l'US Retribution, observant la flotte zarienne à travers l'écran principal. Tout autour d'elle, les équipes de la passerelle s'affairaient en silence à leur poste. C'étaient tous des professionnels, mais ils sentaient la tension palpable. C'était le moment qu'ils attendaient depuis toujours. Le capitaine appela son second, le commandant James Chan. Toutes les unités de la flotte, présents. Nous avons 237 navires en formation. Il nous reste assez de temps pour notre ultimatum. 12 minutes, capitaine. Elena acquiesça et activa ses notes personnelles. C'est un moment qui restera gravé dans les mémoires pendant des siècles. Et il tenait à ce que les choses soient claires. Note du capitaine. Date stellaire. Ici, le capitaine Elena Vasquez du vaisseau de représailles de la Terre unie. Après 500 ans d'exil, l'humanité est de retour dans l'espace. Nous répondons à un appel de détresse de la planète Katara, dont la population a été systématiquement exterminée par le régime zétarien. Il s'arrêta un instant, le regard tourné vers les étoiles. Je crois qu'il est temps que la galaxie sache ce qui nous est réellement arrivé il y a toutes ces années. L'histoire commence 5 siècles plus tôt, lorsque l'humanité a atteint Tessori, une vitesse supraluminique, et découvert qu'elle n'était pas seule dans l'univers. Le premier contact avec une civilisation extraterrestre est d'abord encourageant. Les humains sont avides d'apprendre, de commercer et de trouver leur place parmi les étoiles. Mais cet enthousiasme a vite fait place à la peur de votre part. Les humains apprennent trop vite. Ils s'adaptent trop vite. Au cours des 50 années qui ont suivi le premier contact, la première technologie humaine s'est développée à un rythme qui a effrayé les puissances galactiques établies. Le Conseil d'Altarion fut le premier à exprimer son inquiétude. Les humains, disent-ils, sont trop agressifs, trop imprévisibles, trop dangereux pour qu'on leur permette d'accéder librement aux civilisations galactiques. La Fédération de Rio partage cet avis. L'Alliance Centurie également. Même les Andromédiens, pourtant pacifiques, prennent rarement parti dans cette affaire de politique galactique, admettant que les humains les mettent mal à l'aise. Non pas parce que les humains sont mauvais, mais plutôt parce qu'ils sont différents. Alors que les autres espèces mettent des siècles à développer de nouvelles technologies, les humains y parviennent en quelques décennies. Tandis que les autres espèces se contentent de vivre dans des zones délimitées, les humains veulent tout explorer. Tandis que les autres espèces acceptent les limites, les humains se demandent « pourquoi pas ?» Le point de saturation apparaît lorsque les scientifiques humains commencent à expérimenter avec les dimensions de la technologie de manipulation. Des forces extraterrestres ont jugé que les humains étaient devenus trop dangereux pour être ignorés. La guerre qui s'ensuivit fut brève mais dévastatrice. Non pas parce que les extraterrestres étaient particulièrement doués au combat, mais parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. Des centaines d'espèces, des milliers de mondes, des millions de vaisseaux, tous unis par la peur du sort réservé aux humains. Après 6 mois de siège, la Terre s'effondra. Les colonies humaines furent envahies une à une. Mais la coalition extraterrestre commit une erreur fatale. Au lieu d'anéantir les humains, elle choisit la clémence. Elle exilera l'humanité hors de la galaxie, dans le vide spatial, un lieu où aucune civilisation ne peut survivre. Qu'ils s'assombrissent. Le Conseil d'Altarion l'a décrété, qu'ils apprennent à paître le prix de la prétention à la supériorité. 2 millions d'humains furent entassés sur des vaisseaux coloniaux construits à la hâte et exilés. La galaxie les regarda disparaître dans le néant, persuadée que les problèmes de l'humanité étaient enfin résolus. Ils se trompent, né.
Elena se dirigea vers le poste de navigation où se trouvait le lieutenant. Sarah Kim surveille la position de la flotte. Le pire, c'est que votre famille fait partie de la troisième vague de vaisseaux coloniaux, n'est-ce pas? Oui, capitaine. US New Horizons. Mon arrière-grand-mère racontait souvent des histoires de son enfance dans l'espace. Ses premières années furent terribles. Les vaisseaux coloniaux étaient surpeuplés et manquaient de provisions. Nombreux furent en ceux qui périrent durant la première décennie, victimes de maladies, d'accidents et du désespoir. Mais les survivants apprirent à s'adapter. Ils n'avaient pas le choix. La région au-delà des confins de la galaxie n'était pas vide. Contrairement à ce que croyaient tous les extraterrestres, la région était imprégnée d'une énergie étrange, de matière exotique, et les lois de la physique y étaient différentes de celles de l'espace ordinaire. La plupart des espèces périraient instantanément en y pénétrant, mais les humains sont tenaces. Au lieu de mourir, ils apprennent à composer avec la physique étrange du vide. Ils découvrent comment manipuler le flux de matière noire pour se propager. Ils ont appris à exploiter l'énergie du point zéro issue des fluctuations quantiques. Ils ont trouvé un moyen de voyager à travers des dimensions dont les autres espèces ignoraient même l'existence. Plus important encore, ils n'oublient jamais leur raison d'être. Rapport technique. Obelan Rodriguez. Elena a appelé son technicien en chef. Tous les systèmes sont opérationnels. Le moteur à effet tunnel quantique fonctionne à plein rendement. Le canon à gravité est prêt. Oh, et capitaine, la bombe à gravité a parfaitement fonctionné lors des essais. Elena sourit d'un air sombre. Les bombes à gravité sont parmi les armes les plus prisées de l'humanité. Elles créent un champ gravitationnel petit, mais extrêmement dense, capable de réduire un vaisseau spatial en miettes. La force extraterrestre qui a exilé l'humanité n'a jamais rien vu de tel. Car il est impossible de le créer en utilisant les lois de la physique spatiale normale. Mais les humains ne vivent plus dans l'espace normal. Le capitaine appela son officier de transmission. Nous avons reçu une transmission de l'amiral Cator. Il exige de vous parler directement. Affichez-le à l'écran. Le visage hideux de l'amiral Zafiria apparut en premier plan. Il semblait nerveux, ce qui fit très plaisir à Elena. Mon capitaine humain ignore tout de ces tours de passe-passe. Vous inventez tout, mais il n'y a pas de tour de passe-passe. Juste 500 ans d'humains faisant ce qu'ils font de mieux. Survivre, apprendre et progresser. Elena se pencha en avant sur la chaise du capitaine. Voilà comment votre peuple a commis des erreurs en nous aidant à nous isoler. Vous pensez régler le problème. Au lieu de cela, vous nous donnez l'impression qu'il nous a fallu 5 siècles pour grandir. Impossible. La région au-delà de la limite est inhabitable. Rien ne peut y survivre. Aucun extraterrestre ne peut y survivre. Elena a corrigé. Les humains sont apparemment très doués pour vivre dans des endroits où ils ne devraient pas être. Du thé. Derrière lui, le commandant Chen fit son rapport d'un ton calme. Les capteurs longue portée du capitaine indiquent que la flotte zapiranienne modernise son armement. Elena acquiesça. Il s'y attendait. Les Zapirans sont des oppresseurs, et les oppresseurs choisissent toujours la violence lorsqu'ils se sentent menacés. Amiral Krextor, je vais vous donner quelques leçons d'humanité. Première leçon, on n'oublie pas ses amis. Deuxième leçon, on n'oublie surtout pas ses ennemis. Troisième leçon, on a une mémoire d'éléphant, menace et politesse. Ils l'ont fait. Écoutez, on surveille les communications galactiques depuis des décennies. On sait quelles espèces ont participé à notre exil. On sait quel gouvernement est responsable de notre destruction. On sait quels officiers ont mené les attaques contre nos colonies. La voix d'Elalanena se fit plus froide. On a une liste d'amiraux. Votre nom y figure. Le visage de Krextor devint livide. Vous mentez. Amiral Krextor de la 3e flotte de combat zapérienne, présent lors du siège de New Tokyo, responsable personnellement de la destruction du transport civil américain Hope, qui a coûté la vie à 8000 réfugiés, dont 3000 enfants. Les yeux d'Elena sont glaciales. Ai-je raison? L'amiral Zafirian reste bouche bée, sans un mot. Il n'aurait jamais imaginé qu'un crime lié à sa vieille guerre le frapperait. Mais voilà, amiral. Passons à autre chose, Elena. Nous ne sommes pas retournés, répondra Dedap. Nous sommes revenus parce que nous avons entendu quelqu'un appeler à l'aide. Velari, sur cette planète, ils sont innocents.
Ils n'ont rien à voir avec notre exil. Ce sont simplement des gens qui essaient de vivre en paix. Il s'est levé et tous les passants sur le pont l'ont soutenu. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas changé chez l'humanité en 500 ans, c'est celle-ci. Nous ne laissons pas les brutes s'en prendre à des innocents. Du moins, pas si nous pouvons les en empêcher. Capitaine, son officier d'armement annonça que la flotte Zafiriya se mettait en formation d'attaque. Helena observa l'affichage tactique. 47 vaisseaux ennemis engagèrent sa flotte de plus de 200 unités. Mais il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit d'envoyer un message à la galaxie. À tous les vaisseaux, ici le capitaine Vasquez. Les Zafiriens ont fait leur choix. Montrez-leur le fruit de 500 ans d'ingénierie humaine. Les règles sont simples. Protéger les innocents, arrêter les brutes et faire en sorte que la galaxie n'oublie jamais ce jour. Il retourna à l'écran où l'amiral Craig Store donnait des ordres à sa flotte. « Amiral, vous avez 30 secondes pour vous rendre. Après, on ne fera plus de chichi. » « Jamais. Attaquez tous les vaisseaux. Détruisez cet humain. » Helena coupa la transmission et se tourna vers son officier d'armement. « Lieutenant Park, vous pouvez faire feu quand vous serez prêt. Je suis le capitaine, arme libre. La bataille va bientôt commencer et la galaxie apprendra bientôt qu'anéantir l'humanité est impossible. Mais s'être attiré la colère de l'humanité fut la plus grande erreur de l'histoire galactique. Les premiers tirs provenaient du croiseur lourd Zafira Dominator. Un immense rayon de plasma, capable de traverser une montagne, frappa le WS Retribution en plein milieu. Pendant un instant, le vaisseau humain fut enveloppé d'une sphère de gaz surchauffé qui luisait comme une petite étoile. Une fois l'énergie dissipée, le Retribution était intact. Le bouclier adaptatif fonctionne à merveille. Et comme le rapporta le lieutenant Park depuis le poste d'armement, leur plasma était totalement inefficace. L'amiral Craig Store contemplait son écran tactique avec incrédulité. Le canon principal du Dominator peut détruire la plupart des vaisseaux d'un seul tir. Pourtant, le vaisseau humain avait absorbé l'explosion comme s'il ne s'agissait que d'une légère brise. « Impossible », murmura-t-il. Tous les vaisseaux concentrèrent leurs tirs sur le vaisseau humain en tête. 47 vaisseaux épériens ouvrirent le feu simultanément. L'espace autour de Rétribution s'illumina de faisceaux de plasma, de torpilles à phase CO et torpilles à photons et de canons à particules. Cette puissance de feu combinée suffirait à stériliser une planète de petite taille. Quand la lumière s'estompa, le vaisseau humain était toujours là, intact, toujours en attente. Capitaine Vasquez à Amiral Craig Store. La voix d'Helena résonna dans le canal de communication, calme et presque amusée. C'est assez impressionnant. À notre tour, la vengeance est en marche. Elle n'accélère pas au sens habituel du terme. Un instant, il flotta dans l'espace. L'instant d'après, l'espace se replia sur lui-même, le propulsant à travers une dimension qui n'aurait pas dû exister. Pour les capteurs de Zafiriens, le vaisseau semblait se trouver à 6 endroits différents simultanément. « Que fait-il » cria Craig Store à son opérateur. « Je ne sais pas, monsieur. » Il apparaît et disparaît progressivement de l'espace. Notre ordinateur de ciblage est incapable de le verrouiller. Le Vengeance réapparut juste au-dessus de la formation zafirienne. À cette distance, le vaisseau humain paraissait encore plus terrifiant. Sa coque était recouverte d'un système d'armement inconnu des Zaphirones. Des poteries et d'étranges agencements bourdonnaient d'une énergie à peine contenue. « Feu du canon à phase dimensionnelle !» ordonna Helena d'un ton calme. Un rayon de lumière argentée pure jaillit de l'Avenger, traversa les boucliers vastes du vaisseau de la compagnie saphirienne sans pitié, comme s'il n'existait pas, et frappa la coque. Un instant, rien ne se produisit. Puis, le vaisseau fut tout simplement détruit. Non pas par une explosion, mais comme si chaque molécule à l'intérieur avait soudainement oublié comment se lier aux autres. L'œuf du vaisseau se désintègre en ses atomes constitutifs, dispersés comme des étincelles dans le ciel. Près du vide, Krax respira. « Quel genre d'arme est-ce » La réponse vint du capitaine Vasquez. Un faisceau de batterie exotique à changement de phase. Il perturbe les forces nucléaires fortes qui assurent la cohésion de la matière.
Nous l'avons mise au point il y a une cinquantaine d'années. Tu veux voir ce qu'on a trouvé la semaine dernière? Avant que Kextor puisse répondre, le reste de la flotte humaine se mit un mouvement. Et ce qu'ils firent ensuite rendit la destruction de Merciless presque insignifiante en comparaison. Les plus petits vaisseaux humains, semblables à des chasseurs, libéraient des nuages de petits objets qui se déplaçaient comme des créatures vivantes. Ces missiles nanoswarms se répandent sur le champ de bataille. Chacun est plus petit qu'un grain de sable, mais gorgé d'eau adaptative et capable de se désassembler moléculairement. Le troupeau atteint les vaisseaux abyriens et se met en quête de nourriture. Il dévore les perforations des plaques d'armure, réduisant le blindage en poussière et dissolvant le système d'armes de l'intérieur. En quelques minutes, 3 croiseurs zéphyriens se transformèrent en temps squelettes incapables d'abriter la vie. « Bouclier! Levez le bouclier !» hurla Rester. « Ça ne marche pas, monsieur. Le troupeau parvient à contourner notre fréquence de protection. Votre bouclier est conçu pour arrêter l'énergie et les projectiles, expliqua gentiment la voix d'Elena par le canal de communication. Notre essai simple de nanovaisseau devrait se trouver dans l'espace replié. Techniquement, ils ne sont pas dans la même dimension que votre bouclier. Pendant ce temps, des vaisseaux humains plus imposants font la démonstration d'armes encore plus terrifiantes. Tiens, l'un d'eux, le grand cuirassé américain Vengeance, a tiré ce qui ressemblait à une sphère noire de la taille d'île d'un ballon de basket. La sphère flottait vers un groupe de vaisseaux zéphyriens, se déplaçant lentement et paraissant inoffensive. Arrivée au centre de la formation, elle s'activa. La gravité devint incontrôlable. La sphère se transforma en un trou noir, mais d'une manière ou d'une autre, elle était contrôlée et dirigée. Au lieu d'attirer tout vers son centre, elle créa un gradient de gravité qui s'étendait dans une direction précise. Les vaisseaux de Zephyria, pris au piège dans son champ gravitationnel, furent pulvérisés comme des bonbons. Les brèches s'étirèrent et se tordirent pendant jusqu'à se rompre. 3 croiseurs lourds furent tous détruits en quelques secondes, frappés par une force à laquelle aucun vaisseau normal n'aurait pu résister. Anomalie gravitationnelle sous contrôle, annonça Elena, l'air de rien. Nous avons appris à les créer en étudiant la physique aux confins de la galaxie. C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on n'est pas limité par les contraintes spatio-temporelles habituelles. La flotte de véhicules du magasin s'est désintégrée autour de lui. Des vaisseaux qui avaient mis des décennies à être construits ont été détruits en un clin d'œil. Ses armes étaient inutiles, ses boucliers inutiles. Et ses ennemis utilisaient une technologie qui transformait sa propre armée en un peuple primitif à bord de navires de pierre. « Monsieur, l'officier de communication vous appelle. » Sa voix était stridente, empreinte de panique. « Je détecte d'autres vaisseaux humains entrant dans le système. Combien? Des dizaines, monsieur. Ils proviennent de différents facteurs, de différentes classes, de différentes tailles. Merci. Vous voulez savoir combien nous en avons, Ska? Combien? Chuchota Rexter. Assez. Plus qu'assez. De nouveaux vaisseaux, encore plus sophistiqués que les premiers, firent leur apparition. Des vaisseaux semblant faits de métal vivant, capables de changer de forme au gré de leurs mouvements. Certains, provenant d'autres dimensions, paraissaient solides un instant, puis fantomatiques l'instant d'après. D'autres semblaient entièrement composés d'énergie, sans aucune coque physique. Parmi ces nouveaux venus, un vaisseau élégant, lui aussi, paraissait entièrement fait d'énergie, sans aucune coque physique. Un des nouveaux venus, un vaisseau élégant semblant taillé dans un bloc d'obsidienne, se dirigea vers le vaisseau amiral zéphyrien. À mesure qu'il s'approchait, Kexter remarqua que sa coque était recouverte de symboles si insoutenables qu'il était douloureux de les regarder directement. L'amiral perçut une nouvelle voix sur le canal de communication. Celle-ci était différente de celle du capitaine Vasquez. Plus âgé, plus calme, avec un accent qui trahissait sa grande sagesse et sa patience. Il s'agissait de l'amiral Sarah Chen, de l'UAS Inévitable. « Je suis sûr que vous connaissez mon grand-père. » Grégor sentit son sang se glacer. Chen. L'amiral Marcus Chen. Pareil. Il était en charge de la défense de New Sydney lorsque votre grand-père a mené l'attaque.
12 millions de civils ont péri lors de cette attaque. C'était la guerre. Oui, c'est ainsi. Et c'est justice. L'inévitable a tiré un coup. Pas de lumière, ni de projectile, mais quelque chose qui ressemblait à une ondulation dans l'espace lui-même. L'ondulation a balayé le vaisseau amiral zaphirien. Et pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis Krextor a réalisé que son vaisseau vieillissait. La coque commença à se corroder de plus en plus rapidement. Les systèmes électroniques commencèrent à dysfonctionner, leurs composants vieillissant en quelques décennies, voire quelques secondes. Même l'équipage commença à en ressentir les effets. Ils devinrent plus lents et plus lourds. « Champ d'accélération temporelle », expliqua Laksa Manakun. Dans la zone affectée, tout s'écoule environ 1000 fois plus vite que la normale. Laksa Manakun a expliqué que tout dans la zone était affecté et que le temps s'écoulait à une vitesse 1000 fois supérieure à la normale. Votre vaisseau vieillit désormais d'1 an par minute. J'estime qu'il vous reste environ 10 minutes avant la panne totale du système. Ces officiers arboraient déjà des écharpes et des froncements de sourcils. Le panneau de commande était couvert de corrosion. Les systèmes de survie tombent en panne parce que leurs composants vieillissent et cessent de fonctionner. Il a crié « On abandonne! On abandonne !» Les effets du vieillissement s'arrêtèrent net. Hoekster regarda ses mains, qui ressemblaient désormais à celles des Zéhéranes bien plus âgés qui l'entouraient. Sa fiancée paraissait confuse et vieillie. « Capitaine Vasquez !» La voix de l'amiral Chen parvint de l'autre côté du canal. « Le commandant ennemi veut se rendre. »« J'ai entendu, » répondit Helena. « Amiral, vous avez le choix. Vous pouvez retirer vos vaisseaux restants de ce système et retourner dans l'espace zaphirien. Vous aurez la vie sauve, mais vous aurez besoin de soins médicaux pour des séquelles temporaires. Si nous refusons, la voix d'Helena deviendra glaciale. Nous terminerons alors ce que vous avez commencé il y a 500 ans. Mais cette fois, c'est nous qui trouverons la solution. » Kextor observa la situation tactique. Sur les 47 vaisseaux d'origine, seuls 18 étaient encore opérationnels. La flotte humaine comptait désormais plus de 300 vaisseaux, et de nouveaux arrivaient toutes les quelques minutes. Ses armes étaient impuissantes face à leur défense. Son bouclier ne pouvait arrêter leurs attaques, et ils possèdent une technologie qui remet en cause tout ce qu'ils croyaient savoir de la physique. Ce n'était plus un combat, mais une démonstration. Un message envoyé à travers la galaxie. « Nous allons nous marier, » dit-il enfin. « Un excellent choix. Vous avez 1 heure pour rassembler les survivants et quitter le système. Merci. » Helena se tourna vers son officier de communication. « Lieutenant Martinez, ouvrez les canaux sur toutes les fréquences galactiques. Il est temps que la galaxie entende à nouveau la voix de l'humanité. » « Canal ouvert, capitaine. » Helena regarda la caméra qui allait diffuser son image à des centaines de mondes. « Citoyens galactiques, ici le capitaine Helena Vasquez de la flotte Terre Unie. Je tiens à vous annoncer que l'humanité est de retour dans l'espace. » Il marqua une pause pour laisser le temps à ses paroles de faire leur chemin. « Nous savons que beaucoup d'entre vous croient que l'humanité est de retour dans l'espace. » Il marqua une autre pause, laissant l'information s'imprégner. « Nous savons que beaucoup d'entre vous nous croient éteints. Nous savons que certains d'entre vous souhaiteraient notre extinction, mais nous avons survécu. Nous nous adaptons. Nous devenons plus forts. » Le silence qui suivit la bataille était presque aussi saisissant que la violence qui avait éclaté plus tôt. À la surface de Katura, le commandant Chital se tenait à son hublot et regardait le dernier vaisseau Zaphiran disparaître dans l'hyperespace. Là où il y avait 47 vaisseaux ennemis quelques heures auparavant, il ne restait plus que 18 épaves tentant de fuir. Au-dessus de leur monde, la flotte humaine maintenait sa formation protectrice. 300 vaisseaux aux conceptions impossibles. Leurs salles scintillaient d'une technologie qui tenait davantage de la magie que de la science. Et ils étaient là pour aider. Le commandant, le lieutenant Katmar, appela de l'autre côté de la pièce. « Nous recevons la transmission de la flotte humaine. » La formation de cristaux de cristal vacilla,
sous l'effet de l'épuisement et de l'incrédulité. Connexion. L'écran afficha l'image d'une femme en uniforme bleu foncé. Elle avait les cheveux bruns courts et un regard doux. Mais quelque chose chez elle laissait présager qu'elle pourrait se révéler très dangereuse en cas de besoin. Commandant de toutes les forces de défense de Vélari, ici le capitaine Elena Vasquez du vaisseau de représailles et de la Terre unie. Nous avons bien reçu votre appel de détresse. Veuillez nous excuser pour le délai de quelques jours. Écran de stabilisation. Plusieurs jours. Ils avaient voyagé depuis les confins de la galaxie en quelques jours seulement. Capitaine Vasquez, comment allez-vous? Elena sourit et son visage se transforma. La menace disparut, laissant place à une véritable chaleur. Comment avons-nous fait pour arriver si vite? Non seulement avons-nous appris de nouvelles techniques au cours des 500 dernières années, l'important, c'est que vous et votre peuple soyez sains et saufs. Saïd répéta le mot, comme s'il savourait à nouveau un goût oublié. Oui, je vous remercie. Merci d'être venu. Ne me remerciez pas encore, commandant. Votre peuple a besoin de soins médicaux et de ravitaillement. Nous nous en occupons immédiatement. Comme attirés par ces paroles, des dizaines de vaisseaux plus petits se détachèrent de la flotte humaine et commencèrent à descendre vers la surface de Katara. C'est un vaisseau élégant et gracieux qui se déplace dans l'atmosphère comme s'il nageait plutôt que de voler. Capitaine, comment saviez-vous que nous avions besoin de fournitures médicales? Nous avons scanné votre planète à notre arrivée. Votre population souffre de malnutrition et de maladies liées au stress. Vos enfants sont particulièrement mal en point. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Le premier vaisseau humain atterrit silencieusement sur la place devant le centre de défense. Saïd regarda par son hublot. Une rampe se déploya sur le côté du vaisseau et des humains commencèrent à apparaître. Ils étaient pétés plus petits et plus variés qu'ils ne l'avaient imaginé. Certains étaient grands, d'autres petits, certains avaient le teint mat, d'autres le teint clair. Ils se déplacent avec détermination et efficacité, mais aussi avec quelque chose de presque oublié. Vélari. Le commandant entendit une voix derrière lui. Sid se retourna et vit une humaine debout sur le seuil de sa porte. La nouvelle venue était une femme aux cheveux gris et aux mains douces, vêtue d'une sorte d'uniforme édiste. « Merci. Parlez notre langue. Nous surveillons les communications galactiques depuis longtemps. Nous connaissons votre peuple, votre culture, vos besoins médicaux. Nous sommes venus préparer. » Le docteur Kim entra dans la pièce, suivi de plusieurs autres personnes transportant du matériel étrange, mais manifestement de pointe. Bermanon. Nous avons apporté suffisamment de nourriture pour nourrir toute votre population pendant 6 mois. Nous disposons d'équipements médicaux spécialement conçus pour la physiologie des Vélari, ainsi que d'un stimulateur de croissance pour la formation des cristaux de vos enfants. Un stimulateur de croissance, certes, mais ce n'est encore qu'une théorie. Notre médecin lui-même a déclaré que c'était impossible à fabriquer. Le docteur Kim sourit. Ce n'est pas possible avec la technologie galactique habituelle. Mais nous n'utilisons plus cette technologie. Dehors, d'autres vaisseaux ont atterri. Les humains se sont dispersés dans la ville, ont installé des postes médicaux et distribué de la nourriture. Mais ils n'agissaient pas comme des conquérants, ni même comme le ferait un humanitaire galactique classique, exigeant des paiements ou des concessions politiques en échange de son aide. Ils agissaient comme des voisins serviables. « Voisins, dit le capitaine Vasquez à l'écran, je dois vous demander, que voulez-vous en retour de cette faveur? » Elena parut perplexe. « En retour, nous ne voulons rien. Commandant, nous ne voulons rien. Vous demandez de l'aide, nous sommes là pour vous aider. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a forcément un prix à payer. Des arrangements politiques, des accords commerciaux, des commandants. » Elena intervint doucement. « Laissez-moi vous parler des humains. Il y a 500 ans, la galaxie a tenté de nous exterminer, car on nous jugeait trop dangereux. Ils ont peur de ce qui pourrait nous arriver. » Il fixa un point hors du champ de la caméra, et son expression devint grave. « Ils ont raison d'avoir peur. Nous devenons effectivement dangereux. Nous devenons très dangereux. » Ses têtes sentit un frisson la parcourir, mais pas comme il l'avait imaginé, poursuivit Elena. « Nous devenons dangereux pour les brutes,
dangereux pour les tyrans, dangereux pour quiconque pense que les forts ont le droit de s'en prendre aux faibles. Son regard se posa de nouveau sur la caméra, et ses yeux brillaient de confiance. La galaxie nous enseigne que nous sommes seuls, que rien ne pourra nous façonner quand nous en aurons le plus besoin. Ils essaient de nous rendre durs, cruels et égoïstes. Il sourit de nouveau, et c'était comme assister au lever du soleil. Ils ont échoué. Nous sommes toujours humains, et les humains forment des personnes qui ont besoin d'aide. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce qui restera à jamais. À la surface de la planète, les enfants de Vélari rient pour la première fois depuis des mois, tandis que des médecins humains soignent leur formation cristalline. Les adultes qui survivent à peine reçoivent une nourriture nutritive et de l'eau potable. Les jardins de cristal sont désormais entretenus par des botanistes humains qui ont, on ne sait comment, appris des techniques agricoles. « Upton », dit Skull d'une voix calme, « la galaxie ne va pas apprécier. Elle n'aimera pas savoir que l'humanité est de retour. J'en suis certain. Nous commençons déjà à recevoir des messages très virulents de divers gouvernements. Le Conseil d'Alaron a exigé des explications. La Fédération de Riel convoque une session d'urgence. Le Dominion Zaphyrien cherche sans doute à faire passer ça pour un attentat terroriste. Le visage de l'Helena se durcit. Mais voilà, commandant, on se fiche de ce qu'ils veulent. On a passé 500 ans à apprendre à survivre sans leur consentement. On peut parfaitement aider les gens sans leur consentement. Et s'ils tentent, Kat, de vous arrêter, ils apprendront la même leçon que l'amiral Klex vient d'apprendre. Nous ne sommes plus l'espèce isolée d'il y a 5 siècles. Nous sommes plus forts, aujourd'hui, bien plus forts. Comme pour appuyer ces propos, d'autres vaisseaux commencèrent à apparaître aux abords du système. Des dizaines, pas des centaines. La flotte humaine s'agrandissait d'heure en heure. Lorsque des vaisseaux arrivaient à des profondeurs de l'espace, là où l'humanité bâtissait sa nouvelle civilisation, Oman et Helena disaient « Nous resterons ici quelques semaines pour nous assurer que votre peuple se rétablisse complètement. Après cela, nous reprendrons nos plantations. Il y a un autre monde qui a besoin d'aide, d'autres espèces souffrent. Voulez-vous aussi les aider? Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes revenus. » Tai contempla sa ville, où Vélari et les humains s'efforçaient de reconstruire ce que Zépyrian avait détruit. Des enfants morts quelques jours auparavant jouaient maintenant dans les rues. L'enfant devenu adulte avait perdu tout espoir et se tournait désormais vers l'avenir. « Capitaine Vasquez, puis-je vous poser une question d'ordre personnel? » « Bien sûr. Pourquoi tout risquer pour aider des inconnus? » Helena resta silencieuse quelques instants. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était douce mais ferme, parce que quelqu'un doit le faire, parce que l'univers est un endroit vaste, sombre et solitaire. Et si nous ne prenons pas soin les uns des autres, qui le fera? Il se pencha légèrement en avant. Écoutez, il y a 500 ans, la galaxie nous a appris que demander de l'aide est inutile, que personne ne viendra quand on appellera, que la seule personne sur qui on peut compter, c'est soi-même. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Nous sommes là pour leur prouver le contraire. Nous sommes là pour montrer à la galaxie qu'il existe encore des gens qui répondront à l'appel au secours, aussi loin que ce cri puisse porter à travers le vide. Dehors, les jumeaux de Kit étaient assis, peignant le ciel de magnifiques nuances de bleu et de violet. Mais pour la première fois depuis des mois, l'obscurité n'inspirait aucune peur. Elle apportait calme et espoir. Et la certitude qu'il n'était plus seul. Le capitaine Cital demanda « Quand vous quitterez cet endroit, comment le reste du monde saura-t-il vous appeler? Comment saura-t-il que l'humanité est à l'écoute ?» Kalena sourit. Et ce sourire promet que la galaxie changera d'une manière inimaginable. « Oh, ne vous en faites pas, commandant. La nouvelle se répandra très vite. » Il désigna la flotte grandissante au-dessus d'eux. Chaque monde que nous aidons, chaque tyran que nous arrêtons, chaque vie sacrifiée que nous sauvons,
Tout cela envoie le même message. Sa voix résonna dans le vide, diffusée sur une fréquence qui atteignait tous les recoins de l'espace connu. Galaxie, attention, ici, l'humanité. Nous sommes de retour, nous vous écoutons. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Le message a résonné dans l'espace, rebondissant sur les relais de communication et se propageant d'un système à l'autre. Bientôt, chaque monde de la galaxie l'entendra. Tous ceux qui sont opprimés, toutes les espèces qui souffrent, toutes les victimes innocentes de la tyrannie et de la cruauté. Appelez-nous, nous viendrons. Et dans les profondeurs de l'espace, dans les recoins obscurs où l'espoir s'est éteint depuis longtemps, les gens recommencent à la croire que peut-être, juste peut-être, quelqu'un les écoute, quelqu'un se soucie d'eux, quelqu'un agira. Nyaha.